Eh bien, un nouveau bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer notre séance du Conseil municipal, avec ces traditionnelles procurations de vote. Christian Catherine donne pouvoir à Claudie Launois. Daniel Le Reculé à Guylaine Godin. Madame Huette à Monsieur David Marguerite. Franck Tison à Anna Pic. Geneviève Gosselin me donne pouvoir à partir de 18h30 parce qu'elle va devoir nous quitter de façon anticipée. Pierre Sauter donne pouvoir à Camille Roseval. Sophie Herry donne pouvoir à Daniel Cuny. Et puis Aline Le Barbanchon à Christelle Joly à partir de 19h30. C'est le contraire. Excusez-moi. C'est Sophie Corpel qui donne pouvoir à Aline Le Barbanchon. Excusez-moi. Oui. À partir de 19h30. Alors j'ai eu des demandes de déclaration liminaire de M. Marguerite. Monsieur Le Jamtel, vous vouliez faire une déclaration liminaire également. Donc si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes, puisque l'actualité récente, et vous l'avez découvert, vous étiez informé pour la plupart, mais ça a été confirmé, puisque avec le président de la communauté urbaine, ici présent d'ailleurs, Benoît, et les maires des communes de l'agglomération, nous avons décidé de lancer officiellement, je dis bien de lancer officiellement, la procédure qui doit nous conduire à la création d'une commune nouvelle, et aussi par le biais de 5 communes déléguées, et cela d'ici la fin de l'année. C'est un projet dont je suis plus que favorable et qui est d'ailleurs très enthousiasmant, et il est d'ailleurs basé sur un double constat. Le premier constat, il a été plus particulièrement mis en relief, notamment par la fusion de la Normandie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment l'élargissement de périmètre de certaines intercommunalités. Et proche de nous, on constate que l'agglomération saint-loise comprend maintenant près de 70 000 habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les territoires se mettent en ordre de marche. Ils se mettent en ordre de marche parce qu'il y a de nombreux défis à relever, celui notamment du développement économique de l'emploi, celui de la capacité à faire rayonner les agglomérations et les bassins de vie, à les rendre attractives et aussi, bien évidemment, à produire de plus en plus de services aux populations. Les lois de décentralisation, déjà en vigueur depuis pas mal d'années, ont donné, c'est vrai, des leviers aux élus pour développer, pour aménager, pour produire des services. Et il faut aussi reconnaître que nous sommes dans un contexte où la compétitivité et la compétition entre les territoires et entre les villes n'a jamais été aussi accrue. Donc la nécessité de négocier, de s'organiser, de nouer des alliances, et pour cela, il faut bien évidemment peser. Le projet de commune nouvelle permettra donc de constituer, et ça c'est important, donc une commune avec des communes déléguées, mais une commune qui continuera à être la 4e de Basse-Normandie, avec plus de 80 000 habitants. Elle permettra aussi de prendre appui pour constituer une intercommunalité beaucoup plus large. Et cela, bien évidemment, dans une optique, et quand on écoute les propos notamment des présidents de région à l'heure actuelle, ils n'ont pas une vision, et on ne peut que s'en féliciter, ils n'ont pas une vision hiérarchisée du territoire. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé devant les élus à Caen et à Rouen, il s'agit bien de s'inscrire dans une logique de projet et dans un fonctionnement en réseau qui passe notamment par les villes de la Normandie. Et cela, on s'en rend compte, mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, notamment dans cette enceinte, et je crois que c'est une chance, c'est que dans cette organisation en réseau, dans ce projet de développement global de la Normandie, nous pouvons, nous, être dans de multiples secteurs contributifs, on l'a rappelé, dans le domaine de l'énergie, qu'elle soit conventionnelle ou qu'elle soit renouvelable, dans le domaine de la construction navale, de la sécurité maritime, du nautisme, de la plaisance, du tourisme, bien évidemment, de la gestion des systèmes d'information, des services numériques aux entreprises et tout un tas de choses, le tourisme bien évidemment, mais aussi, et
je pense à notre rayonnement culturel. Et notre rayonnement culturel, que ce soit dans le cadre de quelque chose qui fonctionne déjà, le réseau Normandie Impressionnisme, mais aussi, et on le voit avec l'excellence de la scène nationale, avec l'excellence de la Brèche, et sans trahir de secret, je peux dire qu'il y a des dialogues qui ont été établis avec la communauté, avec Rouen Métropole, qui, sur le site d'Elbeuf, possède aussi, où est implanté donc un centre, un établissement public de coopération culturelle comme le nôtre, dans le domaine des arts du cirque. Donc on voit très bien la complémentarité. Le deuxième élément de constat par rapport à cette nécessité d'organisation pour valoriser, pour développer nos territoires dans une logique de réseau, eh bien, il y a chez nos concitoyens aussi une forte attente de services publics et de proximité, de réactivité dans les problèmes du quotidien. Notre organisation actuelle, c'est vrai, il faut le reconnaître, elle est bien évidemment perfectible. Aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la commune nouvelle, elle est une opportunité pour répondre à ces deux problématiques. Une opportunité, d'abord, c'est une opportunité très réaliste, parce qu'il faut souligner que l'Association des maires de France, notamment, et aussi les parlementaires, l'ont rendu possible en mettant en place donc une phase de transition, cette phase de transition 2016-2020. Donc elle permet à la fois de conserver l'intégralité des conseils municipaux des communes déléguées, puis aussi le maintien des dotations. D'ailleurs, information qui est toute fraîche, puisqu'il fallait constater que 4 ans après la naissance du dispositif, il n'y avait que 25 communes nouvelles qui avaient vu le jour. Grâce à ce dispositif mis en place notamment par l'AMF et les parlementaires, eh bien, il y a à l'heure actuelle 266 projets qui voient le jour. Donc c'est pour vous dire si cette loi a donné un coup d'accélérateur pour permettre la création de communes nouvelles. Donc c'est une opportunité bien évidemment réaliste, mais une opportunité bien évidemment qui nous permet à la fois de peser, de jouer pleinement notre rôle, de conserver, et ça c'est important, l'identité communale et d'organiser la proximité au plus près des quartiers vécus. Alors, bien évidemment, comme toute évolution, dans la conduite du changement, même si j'ai bien senti, et je les en remercie, qu'il y a un consensus politique qui s'en dégage avec l'expression des différents groupes, eh bien, il peut y avoir des craintes, et c'est tout à fait normal. Ces craintes, elles peuvent émaner de certains habitants, elles peuvent émaner aussi de nos personnels qui sont à l'heure actuelle, qui travaillent au service de nos collectivités, elles peuvent aussi être de certains élus. D'où la nécessité, bien évidemment, d'informer, de concerter, pour enrichir cette charte de gouvernance qui sera finalement le document fondateur de cette commune nouvelle, puisqu'elle permettra à la fois de répartir les compétences entre communes nouvelles, communes déléguées, elle permettra d'organiser aussi la territorialisation au plus près des besoins des habitants, et puis également, donc, elle permettra, eh bien, je dirais, de définir les principes de fonctionnement qui permettent justement le respect de ces identités locales. En ce qui concerne Cherbourg-Octeville et en lien avec les autres maires et la communauté urbaine, donc il y a une période de concertation qui va s'ouvrir du 15 janvier à peu près du 15 juin pardon, au 14 juillet, avec des réunions d'information dans chaque commune. Nous organiserons en complément donc des réunions, une dans chaque quartier. Nous aurons également, donc, en lien avec la communauté urbaine, et ça sur l'ensemble de l'agglomération, une réunion avec les acteurs économiques. Nous aurons une réunion pour les associations spécifiquement donc pour les associations cherbourgeoises. Nous organiserons aussi des réunions, et c'est tout à fait normal, avec le personnel de la communauté urbaine. Nous organiserons des permanences à la fois à la mairie de la Butte et ici, place de la République. Et nous ferons ça, bien évidemment, avec un peu sous la forme d'enquête publique, avec un dossier de concertation. Nous ferons aussi, bien évidemment, appel aux contributions, à ce qu'on appelle dans un autre jargon des cahiers d'acteurs. Ça me paraît important que chacun, ou chaque groupe, ou chaque entité puisse s'exprimer officiellement en déposant une contribution sur la base des documents qui lui seront transmis ou qui seront consultables. Nous aurons également un site internet, nous pourrons avoir un dialogue sur la foire aux questions. Et également, donc, on ne l'a pas encore complètement validé et défini, mais on a aussi peut-être une initiative originale à prendre pour avoir une rencontre directe avec la population et en mobilisant les élus. L'objectif, bien évidemment, c'est de finaliser la charte de gouvernance durant l'été en vue d'une délibération
du Conseil de communauté urbaine, mais Benoît pourra revenir là-dessus le 7 septembre prochain, et également une délibération de l'ensemble des conseils municipaux le même jour, donc le 8 septembre, donc, de l'année 2015. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, donc, il ne restera plus, si on peut dire, qu'au préfet de prendre l'arrêté de création, ce qui n'empêche pas que notre convergence, puisqu'à un moment donné, il faudra converger sur un certain nombre de choses, eh bien, ne sera pas aboutie. On aura bien évidemment toute la phase de transition pour la mettre en place. Un petit mot simplement aussi au niveau des personnels. Donc, n'oublions pas que, et c'est une chance dans la fonction publique territoriale, c'est qu'il y a des garanties de statut de par les textes, que chacun, bien évidemment, aura sa place dans l'organigramme, même s'il faut reconnaître, il ne faut pas avoir la langue de bois, il y aura quelques adaptations. Ces adaptations, elles devront être concertées, négociées, et moi, je fais confiance au dialogue social. Dernier point, donc celui-là, il aura l'occasion d'être affiné durant la discussion, c'est le point sur la fiscalité. Il faudra là aussi, dans un temps qu'il faudra définir, converger en termes de taux. Il y a des objectifs, c'est d'engager cette baisse de fiscalité ou de s'aligner sur le taux le plus bas. Moi, je ne veux absolument pas, en l'état actuel, donner de chiffres, ça serait encore trop prématuré. Il y a des études qui sont faites, notamment sous l'égide de la communauté urbaine en lien avec la Direction générale des collectivités locales. Et c'est un objectif aussi, à la fois de renforcer nos services, de renforcer la proximité, et puis de s'engager, puisque c'est une des possibilités, dans une baisse de la fiscalité, sachant aussi que dans les 2 ans qui viendront, il faudra intégrer un nouvel EPCI, et que bien évidemment cette intégration de ce nouvel EPCI devra, enfin, c'est mon opinion personnelle, mais je crois qu'elle est partagée par tout le monde, elle devra se faire à fiscalité constante. Il ne s'agit pas de recréer une fiscalité additionnelle, parce que justement, ça sera le transfert des compétences, d'une partie des compétences de la commune nouvelle, qui seront là à nouveau mutualisées sur une échelle beaucoup plus large. Voilà l'information que je vous devais en préambule, avec la nécessité, bien évidemment, de se mobiliser, quelles que soient nos appartenances dans cette période de concertation, que cette mobilisation soit la plus large possible, que nous ayons à la rencontre des habitants, des associations, des acteurs, de façon à discuter avec eux et d'imaginer ensemble quels sont l'endroit où le curseur doit se positionner de la façon la plus efficiente entre ce qui sera de la commune nouvelle et de la commune déléguée. Monsieur, peu importe, monsieur Marguerite. Attendez, je vous donne la parole, ça va être plus simple. Voilà. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. Alors, je voudrais faire une intervention donc liminaire sur 2 thématiques. Je voudrais revenir rapidement sur la thématique de la commune nouvelle que vous avez abordée. On aura l'occasion d'en reparler. Et je voudrais également aborder un autre sujet d'actualité qui concerne donc le commerce local et sa situation qui nous préoccupe tous. Sur la commune nouvelle, tout d'abord, je dois dire que c'est vrai que c'est un sujet qui, à mon sens, doit faire l'objet d'un consensus et d'une concertation large, je l'ai dit depuis le début, et que de notre point de vue, du point de vue du Cercle du Cotentin, il est évident que la question de la Normandie réunifiée impose de revoir le schéma de nos structures pour pouvoir peser dans cette Normandie, et nous sommes d'accord sur ce point, pour que notre agglomération pèse, et vous terminiez votre intervention sur ce point, pour que le Cotentin également puisse peser, puisque après la thématique de la commune nouvelle, il faudra bien évidemment parler du Grand Cotentin, de ses frontières, de sa forme juridique, du respect de l'identité rurale mariée à l'identité urbaine dans ce Grand Cotentin, de la question de la fiscalité, qui sont d'ailleurs autant de questions passionnantes qui devront être abordées dans ce même climat de concertation. Sur la commune nouvelle à proprement parler, je salue l'effort qui a été fait pour pouvoir associer notre force politique par le président arrivé sur cette question. Nous avons demandé à pouvoir être associés pour enrichir la charte et je crois que c'était essentiel qu'un consensus puisse se faire. Nous sommes aujourd'hui dans une position d'ouverture pour une raison simple, c'est qu'au début du débat, au mois de janvier, lorsque la question a été fixée à l'agenda politique, nous avions dit que 2 conditions nous semblaient essentielles pour réussir la commune nouvelle. D'abord la question démocratique.
Ensuite, la question de la proximité, la question démocratique, parce que nous n'avions pas, ni les majorités, ni les oppositions, de mandat au moment des élections municipales de 2014 pour procéder à la dissolution des communes sous leur forme actuelle. Et je tiens à le redire, nous n'avons pas de mandat, bien qu'il n'y ait pas de mandat impératif et que nous sommes bien dans une démocratie représentative, mais il était quand même clair qu'arriver aussi peu de temps après les municipales pour avoir lancé un chantier aussi fondamental pouvait poser un problème démocratique, et le pose toujours à notre sens. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je rejoins en cela d'ailleurs le groupe du Front de Gauche, j'étais favorable, et je le suis toujours, au référendum qui est pour moi une solution pour trancher démocratiquement une question aussi importante. Maintenant, je le dis aussi, la concertation, j'accepte bien volontiers qu'elle se fasse aussi sous la forme de concertation par le voie de réunions, dans laquelle, je le dis aussi, il n'est pas question que ce soit des réunions organisées par les partis politiques, des réunions partisanes ou militantes, mais de véritables réunions d'information où les citoyennes et les citoyens de nos collectivités pourront venir enrichir cette charte de gouvernance qui sera notre modus vivendi pour des décennies. C'est quand même une révolution juridique, de structure pour des décennies. La deuxième condition, qui là me semble parfaitement acquise désormais, c'était celle de la proximité. Nous avons toujours demandé, et je crois que le Cercle du Cotentin a contribué à la réflexion de ce point de vue-là, à ce que les maires délégués puissent être issus des majorités qui s'exprimeront dans les urnes des sections communales, donc sur la base des communes déléguées. Autrement dit, que les maires délégués ne soient pas désignés tels des préfets, mais qu'ils soient bien démocratiquement désignés, parce qu'il y va de la question de l'équilibre démocratique, ça c'est absolument essentiel, mais aussi de la question de la proximité du maire délégué avec sa population. La charte semble aujourd'hui reprendre ce point, et nous nous en réjouissons. Il restera dans les mois qui viennent à aborder la question de nos projets, puisqu'on ne peut pas simplement, et peut-être que je regrette la tournure parfois du débat là-dessus, c'est qu'on ne peut pas simplement aborder la question de la commune nouvelle avec le seul argument financier, le seul argument de la perte de dotation qu'induirait le fait de ne pas le faire. Il faut également, parce qu'il s'agit bien d'un mariage, que ce mariage repose sur un projet collectif, sur quelles infrastructures nous allons nous appuyer, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans les années qui viennent. Et je crois que ce sont des questions essentielles, comme celle de la fiscalité, qui mériteront d'être abordées dans les mois de concertation qui s'ouvrent. En tous les cas, je le dis, je l'ai dit dans les colonnes de la presse ce matin, je le redirai, et ce sera... je le sais, la position du Cercle du Cotentin sur laquelle nous travaillons, c'est une position d'ouverture à la réforme, une position qui est a priori favorable parce qu'il ne peut pas être sur une question comme ça, question de clivage politique. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Je crois que la nôtre est de savoir ne pas penser politique, mais penser intérêt général, et je vous donne acte que c'était bien l'état d'esprit collectif. En tout cas, je n'imagine pas autre chose. Le deuxième point de mon intervention liminaire concerne le sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, sur le commerce local. Il s'agit aujourd'hui d'une préoccupation largement partagée, dont se sont fait l'écho les médias locaux et notamment la presse locale, sur le taux, les chiffres sont tombés, sur le taux de cases vides, en tout cas de pas de portes vides aujourd'hui dans le centre-ville, qui atteint donc 13%. Alors, il nous est annoncé par vous, monsieur le maire, que finalement la cote d'alerte est à 14, mais je me rappelle quand même des débats, je veux bien qu'on soit d'accord sur le chiffre, mais je me rappelle des débats au moment de la campagne municipale où nous étions alors à 10% de cases vides. À ce moment-là, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, et vous nous disiez que la cote d'alerte était à 11-12. Alors, je ne voudrais pas que la cote d'alerte quand même soit mobile au fur et à mesure où nous dépassons cette cote d'alerte, parce que la réalité telle qu'elle est ressentie aujourd'hui par les Cherbourgeois et Octevillers, c'est que 13%, 14%, c'est que la cote d'alerte, elle est bien atteinte. C'est une réalité qui est ressentie tant par les habitants de la ville et qui est ressentie également par les commerçants. Ma question elle est donc simple, c'est qu'est-ce que vous allez entreprendre pour radicalement inverser la tendance? Là aussi, nous pourrions être à vos côtés si une politique audacieuse est envisagée, si une politique de rupture est envisagée par rapport à ce qui peut être fait. Je salue les efforts de l'Union Cherbourg Commerce. Entendez également les demandes de l'Union Cherbourg Commerce sur le stationnement. Nous nous joignons bien évidemment à cette demande sur des solutions sur le stationnement gratuit en particulier. Nous avions développé un certain nombre de propositions sur ce point, parce qu'aujourd'hui, la question légitime que nous pourrions nous poser, c'est jusqu'où ira l'hémorragie. Et il est quand même évident que, en regardant le reportage notamment de France 3, que France 3 a consacré à la vie du commerce local, c'est qu'on peut nourrir quelques inquiétudes quand votre adjoint
adjoint répond, qui n'est d'ailleurs pas en charge directement du dossier, mais quand votre adjoint répond que finalement la densification de l'offre commerciale avec les LEIS devrait, avec le temps, permettre de trouver des solutions. Je trouve que cette réponse est un peu courte. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question complémentaire. C'est quelle est aujourd'hui la part de surface vide dans les LEIS, et croyez-vous toujours, au regard du chiffre que vous allez annoncer, que, comme vous l'aviez dit à maintes reprises, que les LEIS soient la locomotive de la ville internationale que nous serions de ce point de vue-là. Le dernier point, parce que ce qui cristallise peut-être cette question, cette réalité de la désertification commerciale dans le centre-ville, c'est le problème du forum. Il y a aujourd'hui une friche commerciale qui s'installe malheureusement de façon assez durable dans cette place centrale. Nous nous en préoccupons évidemment comme vous. Vous annonciez, je crois, si j'ai bien lu votre déclaration, qu'à la fin du mois de mars, vous prendriez une initiative ou que vous feriez une annonce. Nous sommes à la fin du mois de mai, malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce. Qu'en est-il aujourd'hui ? Sans que vous puissiez peut-être dévoiler des discussions secrètes et mais enfin en tout cas à nous dire s'il y a une annonce vraisemblable, possible, qui pourrait remédier à la situation aujourd'hui catastrophique du forum et puis de la place centrale plus généralement, parce que je le redis, il me semble qu'aujourd'hui cette place cristallise un peu quand même cette désertification commerciale que chaque Cherbourgeois octevillais ressent, que les commerçants ressentent pour le coup dans leur chair, quand ils éprouvent des difficultés énormes pour vendre aujourd'hui un commerce quand ils ne sont pas en liquidation. C'est une réalité, je ne veux pas dramatiser, mais c'est une réalité sur laquelle des questionnements légitimes du cercle du Cotentin pouvaient se faire et de la population plus généralement. Je vous remercie, monsieur le maire. Sur la partie commerce, on a une délibération qui est consacrée par l'aide à la rénovation des vitrines, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Monsieur Le Jamtel ? Il faut appuyer sur la demande de parole. Voilà. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, il y a quelques jours, Cherbourg-Octeville a franchi la barre des 40 000 habitants. Cette spectaculaire éclipse de la baisse démographique de notre commune aura été brève, et la poursuite de la croisière des 2870 passagers et 1200 personnels du géant des mers a de nouveau plongé notre commune sous la barre des 40 000 habitants. Mais d'après les oracles, à la faveur d'une soudaine accalmie de 2 ans de tempête austéritaire qui sévit sur nos côtes comme sur toutes les côtes de France, nous allons bientôt changer d'échelle et dépasser les 80 000 habitants. Il ne faut pas tarder à choisir ce cap miraculeux, car celles et ceux qui ne le prendraient pas subiraient de nouvelles giboulées, déchirant un peu plus les voilures solidaires des collectivités territoriales. Merci alors aux 5 capitaines de l'agglomération et aux barreurs en chef présidents de la CUC. Il nous propose une escale nouvelle et gratis le 1er janvier 2016. Un ailleurs dont on ignore encore le nom, mais dont on nous promet qu'il sera meilleur pour chacun et chacune. Cette évolution majeure soulève une série de questions sociales et de questions sur les services rendus à la population, mais nous devrions nous réjouir, car qui peut le contester? Plus grand, nous serions plus forts. Tous plus forts. Certes, le chemin vers Cherbourg, commune nouvelle, est encore long, mais avec de la confiance, nous y arriverons. Et puis ce sont des dizaines de millions d'euros qu'on ne va pas perdre, ce qui ne veut pas dire au passage qu'on va les gagner. Cette semaine, quelques mois après l'événement Syriza en Grèce, l'irruption citoyenne a bousculé le bipartisme en Espagne. C'est une importante concrétisation dans la recherche d'une autre voie que celle de l'austérité et des sacrifices au service d'une oligarchie. C'est une excellente nouvelle pour les progressistes. C'est la démonstration qu'en Europe, la contestation du consensus libéral, incarné notamment par les responsables français et allemands, ne prend pas uniquement le visage de l'extrême droite. Et oui, monsieur Valls, il y a une autre alternative que les coups de menton, les discours martiaux et les clins d'œil au MEDEF. Localement, notre projet pour éviter l'iceberg n'est pas tout à fait le même. On discute entre capitaines, les personnels de bord et les passagers sont invités à ne pas trop s'inviter. Même si un livre de doléances sera à leur disposition, on mettra peut-être ce livre sous verre dans un musée et on écrira « Vestiges de la concertation citoyenne pour la commune nouvelle, septembre 2015 » et voilà. Une question quand même. L'égalité territoriale, les politiques de solidarité, la lutte contre l'exclusion, les emplois, la vie culturelle, l'accès aux soins, dépendent-elles de la taille de la commune nouvelle
ou de la volonté politique de défendre l'intérêt général. Depuis que la France a dit non à l'Europe du capital et de la concurrence en 2005, on ne pose plus de questions aux citoyens quand les sujets sont sérieux. La conduite des affaires de la cité est trop compliquée. Certains ironisent et déplorent le côté défouloir du référendum. Mais alors qu'ils nous expliquent comment valider un projet de cette importance autrement qu'en demandant oui ou non. Et comment créer du consensus et de l'adhésion par un simulacre de concertation. En l'état actuel, le projet de la commune nouvelle n'est ni bon ni mauvais, il n'est pas démocratique. Le projet, dans sa forme actuelle, donne le sentiment d'aggraver la professionnalisation de la pratique de la politique, d'aggraver le poids grandissant des procédures techniques, d'aggraver la perte de substance des processus de délibération et de participation citoyenne. Où siégeront au passage les 163 élus et avec quelles règles de fonctionnement? Avant de conclure, nous voudrions revenir rapidement sur le vote important qui a eu lieu à la CUC cette semaine. En dénonçant le dumping social et en se prononçant pour la localisation d'un maximum d'activités liées aux énergies renouvelables sur le territoire, la communauté urbaine s'inscrit en rupture avec les pratiques de certaines directions d'entreprises qui oublient leurs responsabilités sociales et territoriales et construisent des schémas industriels pour les actionnaires, en complète contradiction avec l'intérêt des salariés, des citoyens, du territoire. Cela doit cesser et ce signal politique est important. Car ne nous cachons pas la vérité, en termes d'emploi, le Nord-Cotentin est dans la tourmente et le nouveau cadre régional ainsi que la poursuite de la métropolisation pour réduire encore l'État redistributeur font courir le risque d'un déclassement accéléré du Nord-Cotentin et du département de la Manche. C'est par des actes politiques forts impliquant les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire en faisant confiance à l'intelligence collective, que nous lutterons efficacement contre cette société de marché. Et non en s'adaptant aux nouvelles formes d'un pouvoir de moins en moins en phase avec la volonté d'un grand nombre d'acteurs d'être acteurs du processus démocratique. Par rapport à ce qui vient d'être dit par M. Margueritte et par M. Houllegatte, vous avez parlé d'une initiative, M. Houllegatte, d'une initiative nouvelle, non pas nouvelle, oui voilà, d'une initiative originale à trouver. Pour notre part, nous organiserons le samedi 20 juin une votation citoyenne sur l'ensemble de l'agglomération, non pas pour demander oui ou non, puisque ce n'est pas notre rôle d'organiser cette consultation, simplement pour demander aux habitants s'ils souhaitent une consultation. Et nous souhaitons remettre les pétitions dans le cadre d'un rassemblement qui aura lieu évidemment plus tard. Voilà pour ce point de la commune nouvelle. Et pour le point, je reprends au bon ce que disait M. Margueritte sur la désertification commerciale. Lorsque nous avons fait signer la pétition pour les hydroliennes que l'on souhaite voir construire dans le Nord-Cotentin, puisque les 2 premières hydroliennes ont été construites pour partie en Tchécoslovaquie et en Pologne, et que la partie qui concerne l'usinage du rotor sur le Nord-Cotentin ne représente que 2 semaines de travail pour une dizaine de personnels, c'est-à-dire c'est très peu dans le schéma industriel. Donc on voit bien que dans un schéma industriel de 7 hydroliennes, ce que pourrait représenter en temps de travail la possibilité que celle-ci soit construite dans le Nord-Cotentin, que ce soit par des CNS ou que ce soit par CMN. Donc, je reviens sur le sujet. Lorsque nous avons fait cette pétition sur le marché d'Octeville, des commerçants, alors là c'était des commerçants non sédentaires, sont venus nous voir pour dire nous signons cette pétition, parce que ce que l'on sait, c'est que nous, commerçants, s'il n'y a pas d'emploi sur le territoire, on va avoir du mal à s'en sortir. Je pense que c'est important. Et de la même manière, nous n'avons pas évoqué ici, même si nous l'avons fait au Conseil de CUC, la situation d'Areva est assez préoccupante. Je ne refais pas le débat, mais nous ferons une intervention parce que, très concrètement, ce qui est en train de se passer chez Areva, avec la validation de fait d'une logique qui laisse à l'écart l'ASN et qui commence déjà au niveau des comités d'entreprise à supprimer des emplois dans des secteurs stratégiques de la sûreté, c'est tout à fait inacceptable à la fois du point de vue de la sûreté et aussi du point de vue des emplois, et on est tout à fait dans la problématique de la dynamique territoriale.
Nous nous inscrivons totalement dans une autre perspective que celle qui consiste à dire la compétition des territoires s'accroît et il faut donc s'adapter à cette compétition des territoires. La République, elle est là pour organiser l'égalité des territoires, elle n'est pas là pour accompagner la financiarisation et la logique de compétition. Merci. Sur la commune nouvelle, on ne va pas faire le débat, hein, parce qu'on va avoir le temps de pouvoir discuter de tout ça. Juste un tout petit élément qui me choque. Ceci dit, je dis quand même par rapport à votre contribution, vous êtes déjà dans la logique du cahier d'acteurs, en posant des questions et en faisant des remarques. Il y a une chose qui me choque simplement, c'est le programme de la commune nouvelle n'est ni bon ni mauvais, il n'est pas démocratique. Je pense que personne n'est gardien de la démocratie. Et ce projet, la procédure telle qu'elle est envisagée, elle n'est pas antidémocratique, elle n'est pas anticonstitutionnelle. Elle a été validée par l'Association des maires de France, elle a été validée par le Parlement. Il n'y a pas de rupture démocratique et la phase de transition, d'ailleurs, va permettre l'agrégation de l'ensemble des conseillers municipaux. On pourrait même aller un peu plus loin en forçant le trait, et vous m'en excuserez, mais vous saviez que dans le cadre les uns et les autres, on avait bien envisagé de faire évoluer la communauté urbaine et la loi l'impose sur un schéma de mutualisation. Et on peut se demander si, fin de compte, la commune nouvelle, ce n'est pas la forme la plus aboutie de la mutualisation, puisqu'elle fait remonter auprès de l'intercommunalité des compétences qui sont des compétences d'agglomération et en maintenant l'identité des communes nouvelles. La difficulté du référendum, sans parler des contraintes de calendrier, c'est que, fin de compte, ce sont des choix multiples. Ce sont des choix multiples. C'est d'une certaine façon une capacité à pouvoir répondre à une multitude de questions. Et le référendum, on répond par oui ou par non. On ne coche pas une case avec plus d'une cinquantaine, une soixantaine de questions. Donc la concertation, elle a pour objet justement de trouver le consensus. Et c'est bien la procédure qui a été à la fois validée par le Parlement, qui a été proposée par les maires de France pour aboutir justement à un projet qui est un projet qui me semble, moi, respecter les règles de concertation, de consultation de la population. Alors après, on peut avoir d'autres approches, mais je ne souhaite pas qu'on fasse le débat sur ce point particulier. Et puis, on pourra... Pardon. J'aimerais apporter un complément, c'est-à-dire que pour le moment, nous ne nous plaçons pas dans une logique qui est celle du cahier de doléances. Donc, vous interprétez notre prise de parole. Pour l'instant, on se place dans la démarche de demander une consultation. Je veux juste préciser une chose, c'est que notre groupe, à plusieurs reprises, a demandé que les questions d'urbanisme se traitent au niveau de l'agglomération. Notre groupe a demandé que les questions de santé se traitent au niveau de l'agglomération. Donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas dans une démarche qui est arc-boutée sur les compétences sur les communes et que le schéma qui, là, est obligatoire de répartition des compétences des agglos, comme vous venez de le dire, sur cette manière de procéder, nous avons eu déjà des propositions qui, de fait, montrent que dans la réorganisation des compétences entre les communes de l'agglomération et l'agglomération, évidemment, il faut voir les choses de manière dynamique. C'est le principe de subsidiarité. Donc, je pense que notre démarche politique sur ce sujet-là, elle est très claire. Nous considérons que les conditions d'une consultation citoyenne doivent être réunies, qu'elles ne le sont pas. Nous avions posé la question il y a 2 mois, notre groupe et le groupe de M. Marguerite avaient voté le principe de la consultation. Le groupe d'Europe Écologie Les Verts s'était abstenu en disant qu'ils étaient pour la consultation, mais que ce n'était pas le moment. Bon, c'était quand le moment, là, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était la réponse. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on demande une consultation. À partir de là, ça ne dit rien de ce que l'on pense en tant que tel du fait d'avoir une commune plus grande. Parce qu'on sait très bien que la logique territoriale sur l'agglomération du Nord-Cotentin est plus ancienne que la réforme territoriale qui est en cours, puisqu'il y a eu, il y a 15 ans, une consultation, oui, je pense que c'était il y a 15 ans, une consultation. Et à cette époque-là, il y avait même eu une association qui regroupait une partie de la droite et une partie du Parti socialiste pour déjà défendre le principe c'était ce qu'on appelait le Grand Cherbourg. Donc il y avait eu de fait un référendum. Voilà, mais le résultat de ce référendum ne doit pas rendre fébrile par rapport au fait de poser des questions aux habitants. Moi, j'ai bien entendu les arguments de M. Le Poitvin, les arguments de M. Linchenot.
il y a une cohérence politique par rapport à cette argumentation-là. Alors pourquoi ne pas aller au bout de cette cohérence politique? Vous savez très bien que faire des réunions publiques et mettre en place un cahier de doléances n'a pas la même valeur que de poser une question à l'ensemble des habitants de l'agglomération. C'est pour ça qu'on prendra une initiative originale pour rencontrer la population, ceux qui le souhaitent, les rencontrer directement. Benoît. Pardon. Si. Oui. Merci. Sans être trop long, quelques les éléments de réponse à Monsieur Le Jamtel, avec qui j'ai le plaisir de discuter régulièrement de ces questions. Mais je voudrais aller dans le sens de ce que vous avez dit, Monsieur le maire, et amener à mon tour quelques éléments pour aller dans le même sens. D'abord, rappeler, mais Monsieur Le Jamtel le sait, que cette loi est aujourd'hui un texte dynamique qui trouve un vrai écho dans le pays, puisqu'on recense à ce jour un peu plus de 240 projets de communes nouvelles sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la taille de la commune nouvelle d'ailleurs. Cette loi, elle a un vrai succès parce qu'elle a bien sûr été travaillée par les parlementaires, mais elle a surtout un véritable succès parce qu'elle a été écrite et proposée par les élus de l'AMF, l'Association des maires de France, élus de droite et de gauche, élus du milieu rural et urbain. Et je n'ai pas l'habitude de citer M. Barouin, mais je vais le faire. Il dit lui-même que c'est une loi des territoires au service du territoire, et ça explique en grande partie aujourd'hui le succès. Sur le référendum, vous savez aussi, M. Marguerite, que la loi est claire, le texte est clair. Il prévoit un référendum si les élus sont en désaccord, si l'un des conseils, il suffit que l'un des conseils vote non, pour que le référendum soit mis en place. Donc le législateur a bien pensé à cela et s'est intégré. Finalement, la population devient l'arbitre si les conseils municipaux qui ont la légitimité souhaitent... Mais si je peux terminer mon intervention, Monsieur Poitvin, ce serait sympathique. Si les conseils municipaux ne s'entendent pas, la population est l'arbitre au final. Donc le législateur a prévu... Et c'est une loi, donc je ne connais pas encore de loi antidémocratique, mais en tout cas, cela a été anticipé et prévu. En ce qui concerne le lien démocratique que vous mettez en avant, il est aussi maintenu, puisque il est possible, et c'est le choix que nous avons fait ici avec les maires, de maintenir l'ensemble des élus sur la période de transition. Donc les conseils municipaux issus de mars 2014 restent en place jusqu'à 2020. Il n'y a donc pas de rupture de lien démocratique sur ce sujet. Il y a également le maintien fort de la proximité en créant les communes déléguées et en laissant aux communes déléguées, alors c'est une page blanche, mais nous proposons de laisser aux communes déléguées l'ensemble des compétences de proximité pour maintenir le lien, l'histoire et les apports réalisés en direction de la population, parce que ce qui est essentiel dans ce projet, au-delà de la baisse des dotations, au-delà de la résistance dans la Normandie, c'est le projet que la commune nouvelle, et en cela je rejoins M. Marguerite, c'est le projet, quel projet pour les habitants, quel projet de territoire au service des habitants demain, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas une révolution, cette commune nouvelle. C'est une évolution. Jean-Michel Houllegatte disait tout à l'heure que finalement, c'est peut-être le schéma de mutualisation abouti. Il faut aussi le dire clairement. Le législateur nous demandait de travailler sur un schéma de mutualisation. Nous avions déjà, avec les maires et les services, commencé à travailler sur ce sujet. Mais il n'est pas faux, en tout cas intellectuellement, il est correct de considérer que la commune nouvelle va au bout de ce schéma de mutualisation. C'est aussi une évolution parce que notre territoire s'est toujours adapté. Il y a d'abord eu les communes et leurs compétences. Ensuite, les élus de l'époque, et moi je les salue parce qu'à l'époque, ça ne faisait pas consensus, il a fallu se bagarrer, expliquer, mais avaient fait le choix, au-delà de leur clivage politique, de créer la communauté urbaine en 71, communauté urbaine qui a amené beaucoup sur ce territoire et qui a fait ce qu'elle avait à faire et qui a plutôt bien travaillé dans les compétences qui étaient les siennes. Mais oui, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en Europe et de ce qui se passe autour de nous, je considère, mais vous le savez, que notre territoire doit évoluer, comme le soulignait M. le maire tout à l'heure, pour garder sa place, garder la place qui est la sienne dans la Normandie de demain, mais pas seulement. Il doit aussi évoluer, nous devons évoluer dans notre façon de travailler, parce que le fonctionnement actuel,
il n'est pas dépassé, mais pour tout un tas de raisons, et vous en connaissez une partie, il n'est plus adapté aux enjeux de demain. Et la commune nouvelle permettra de travailler de façon plus collective sur un certain nombre de sujets. Quand on parle d'aménagement du territoire, de développement économique, mais Monsieur Le Jamtel, vous parlez aussi de santé, d'habitat, mais oui, la commune nouvelle permettra de travailler de façon plus efficace sur tout un tas de sujets, tout en gardant la proximité et le lien avec la population. Donc moi, je crois à cette évolution naturelle des choses. Les communes d'abord, la communauté urbaine en 71, et là, on profite effectivement d'une nouvelle proposition, d'un nouveau cadre légal qui, encore une fois, a été souhaité, imaginé par les élus de terrain comme étant un cadre assez souple. Et nous saisissons de cette opportunité pour nous unir, pour travailler ensemble et autour d'un projet que moi je considère stratégique pour notre avenir collectif et pour l'avenir du territoire au service des habitants. Un autre point, Monsieur Le Jamtel, puisque vous en parlez sur les hydroliennes, vous revenez sur la délibération qui a été votée à l'unanimité, non pas à l'unanimité, mais qui a été votée à la communauté urbaine. Sur les hydroliennes, je ne vais pas refaire à chaque fois la même démonstration, mais quelques éléments de réponse de nouveau, et je ne vais pas différer du Conseil de communauté urbaine. Vous parlez des 2 machines de Paimpol-Bréhat, vous pourriez parler aussi des machines de Fundy. Vous savez qu'il y a un processus industriel. Il y a d'abord les fermes pilotes avant d'imaginer les fermes commerciales. Des CNS a des projets effectivement à Paimpol-Bréhat et sur la baie de Fundy. L'industriel a toujours, et vous le savez bien, a toujours considéré et affirmé que le schéma industriel utilisé pour Fundy ou pour Bréhat ne pouvait pas être considéré comme étant le schéma définitif, en tout cas le schéma qui sera appliqué au projet Normandie Hydro, c'est-à-dire à l'implantation des 7 premières machines dans le Raz Blanchard. Ils l'ont dit et écrit à plusieurs fois. Quant au projet du Raz Blanchard, vous savez également que l'objectif, c'est de faire évoluer les machines pour aller progressivement vers une machine définitive qui sera développée ensuite, si tout se passe bien, et c'est ce qu'on espère tous en termes de ferme commerciale, et qu'à chaque génération de machines, le processus va évoluer. Vous savez aussi que nous nous bagarrons fortement pour implanter un maximum d'activités sur le territoire. Je vous le dis à chaque fois, et dans les actes, c'est là-dessus que nous travaillons avec l'ensemble des élus, encore la semaine dernière à Nantes pour le congrès Tétis. DCNS a déjà fait savoir que nous avions été entendus sur un nombre de sujets. On peut parler du siège d'Open Hydro à Cherbourg, mais vous l'aviez évoqué dans la motion que vous avez présentée au Conseil. Quant au schéma industriel, on voit aujourd'hui que les pièces mécano-soudées qui effectivement ont été réalisées en Europe de l'Est constituent la base, le tripode de la machine. Et vous savez aussi pertinemment qu'il est probable que la technologie évolue vers des tripodes, des fondations plus en béton qu'en pièces mécano-soudées, et que dans ce cas-là, il n'y aura pas de recours à la délocalisation et qu'un maximum d'activité sera réalisé sur le terrain. Vous savez aussi qu'avec PNA et ONEM, nous travaillons pour proposer aux industriels des solutions de création d'usines sur le territoire pour maximiser l'emploi, la formation et la valeur ajoutée du territoire. Vous savez aussi que nous sommes engagés et que notre discours est proactif sur le sujet des EMR. Je crois savoir que des annonces seront faites par l'industriel dans quelques semaines pour confirmer que des éléments de la procédure qui pouvaient éventuellement être délocalisés seront faits sur le territoire. Voilà, moi je laisserai les industriels faire leurs annonces, mais à chaque fois que vous intervenez sur cette question, je vous fais la même réponse. Nous sommes, nous, dans un rôle d'accompagnement des industriels, et nous l'avons fait avec ONEM et PNA, mais nous sommes aussi dans un rôle de vigilance, et je pense que ce rôle de vigilance, nous le tenons correctement dans les prérogatives qui sont les nôtres. Voilà les quelques éléments de réponse que je voulais vous apporter à ce stade de la discussion. Okay. Merci Benoît, merci Monsieur le Président de la communauté urbaine. Je propose donc d'en rester là dans nos
discussion liminaire à ce conseil municipal.